Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur le plateau de Punchline Europe 1 CNews avec François Patriat, sénateur La République En Marche, Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. François Bayrou, le patron du MoDem, allié d'Emmanuel Macron, a aujourd'hui évalué la situation qui se présente au président de la République et finalement, il trouve que cela peut stimuler Emmanuel Macron. Écoutez-le. Je pense qu'il est très intéressé par les défis de la période. Je pense que depuis 5 ans, il a souvent approché ces questions. Pendant le grand débat, par exemple. Souvent approché ces questions. Et il a aujourd'hui, sous les yeux, un paysage qui fait que nul ne peut plus ignorer les questions qu'il avait en tête pendant toute cette période. Et je pense que, encore une fois, je risque peut-être, il ne sera pas d'accord. Je pense qu'il trouve ça stimulant. Il trouvera ça stimulant. Je trouve que c'est assez spécial de dire ça, vu la situation dans laquelle le pays se trouve, le blocage politique en question, la crise sociale et économique. C'est stimulant comme si c'était un jeu, Tatiana Renard. Je pense que François Bayrou s'est pas rendu compte de la petite bombe là qu'il dégoupillait, parce qu'en fait, quand j'ai entendu ça, et je pense qu'on a tous réagi pareil, il y a un côté arrogance qui n'a pas su entendre le message des Français. Animal politique aussi, c'est stimulé aussi par les enjeux de petites combinaisonnées qui vont se passer dans les jours qui viennent. Bon. Donc ça pose un vrai souci. Cela dit, maintenant, si je suis tout à fait honnête intellectuellement et que je lis entre les lignes ce que dit François Bayrou, je pense comprendre, en fait, ce qu'il souhaite dire, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en souhaitant faire sauter les clivages politiques, en dépassant les clivages traditionnels et en repensant la politique différemment. Quand François Bayrou sort aujourd'hui en disant en fait il faut une union nationale, il faut arriver à dépasser les clivages pour qu'on arrive à faire ce gouvernement d'union nationale, je pense que ça sonne à l'oreille d'Emmanuel Macron parce que la première étape de son dépassement des clivages n'a pas fonctionné. Et donc ça l'intéresse parce qu'il se dit en fait si je pousse la logique de ce que je suis venu faire en politique en 2017, peut-être que là je suis à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai des oppositions très fortes et peut-être qu'on peut arriver à trouver une coalition sur certains projets. Donc je pense que c'est ça que François Bayrou voulait dire, mais il l'a dit de façon assez maladroite et qui peut en effet être un effet boomerang pour le président. Jean-Sébastien Ferjou, puis après je vous passe la parole des politiques. Oui, parce que c'est un peu considéré que pour eux c'est un jeu. Je ne crois pas que ça soit perçu comme un jeu par les Français et qui sont allés assez loin justement pour essayer d'exprimer leur insatisfaction. Et après, il faut arrêter avec dépasser les clivages. Il ne suffit pas d'agiter. Mais les Français, ils ont dépassé. Ils veulent même plus. Ils votent plus. Ils ont dépassé les clivages. Oui, mais exactement. Mais c'est parce qu'on confond deux choses. On confond le fait d'être parfois, de savoir construire des solutions à plusieurs, y compris avec des gens qui peuvent avoir des orientations politiques différentes, et le fait de dépasser les clivages. Mais dépasser les clivages, c'est la négation de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie quand il y a le clivage. Le clivage est consubstantiel à la démocratie. Et pire que ça, on ne peut pas. L'existence du bloc central, qui justement s'est fait avec l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron, est devenu un verrou ou quelque chose qui asphyxie la démocratie, en tout cas avec le mode de scrutin. Alors les Français, qui sont un peuple quand même très politique, dans leur intelligence, ont réussi à contourner la difficulté. Mais de facto, quand vous voulez dépasser les clivages et que vous avez ce scrutin majoritaire plus le bloc central, ça équivaut à ce qu'il n'y ait plus jamais d'alternance possible. Mais une démocratie où il n'y a plus jamais d'alternance possible, c'est une démocratie qui va vers la violence. Donc il faut savoir quand même le reconnaître, et je vous le disais tout à l'heure, les gens, les gadgets, et François Bayrou a fait partie de ceux qui les ont poussés, le quinquennat, l'inversion du calendrier, l'interdiction du cumul des mandats, etc. Toutes ces choses-là dont on imagine qu'elles vont renouveler la vie politique, alors il y a une seule chose qui peut renouveler la vie politique, c'est le discours politique lui-même, c'est à partir du moment où on dit des choses qui sont en prise avec le réel, c'est ça qui renouvelle la vie politique, c'est pas je ne sais quelle réforme qui ont l'air soi-disant modernes. Est-ce que vous êtes choqué par ce que dit François Bayrou ? Je partage ce que dit Jean-Sébastien Ferjou. Moi, je trouve ça d'abord totalement ringard maintenant, ce discours de dépasser les clivages. On a l'impression que rien n'a bougé depuis 5 ans. Effectivement, les clivages, c'est sain dans une démocratie. On affirme des choses, on s'oppose à des choses. Le jour où il n'y a plus ça, il n'y a plus de démocratie. Et je trouve qu'il y a un cynisme incroyable du président de la République, là, dans ce que dit François Bayrou, de François Bayrou concernant le président de la République. Si ça stimule le président de la République de voir l'état du pays, de voir la façon dont les Français ont réagi, c'est d'un cynisme. Si ça l'amuse aussi, peut-être, je trouve que c'est d'un cynisme quand on voit les difficultés auxquelles sont confrontés les Français. François Patriat, venez à la rescousse de votre président. L'interprétation des propos de Bayrou. Moi, ce que j'en sens, ce que j'en pense, moi, c'est ce qu'il a voulu dire, ou ce que je crois moi,
c'est que les difficultés, loin d'anéantir la volonté du président, fouettent sa combativité. Il a envie quand même que la France réussisse, que les Français réussissent, et pour ce faire, il ouvre toutes les voies pour y arriver. Sur le dépassement, alors moi, je serais d'accord avec vous sur le fait, les clivages. Moi, je dis le dépassement tout simplement. Ce que recherche Emmanuel Macron, c'est pas tant le dépassement des clivages, pas comme ça. C'est le fait que des gens qui appartiennent à des chapelles différentes puissent travailler ensemble dans l'intérêt général. C'est ce qu'avait souhaité d'ailleurs Giscard en 2 Français sur 3 à une époque. Et quand je vois aujourd'hui Bruno Le Maire, dont j'ai admiré la campagne électorale qu'il a menée, quand je vois Gérald Darmanin, quand je vois d'autres, et que je vois des ministres aujourd'hui qui sont venus aujourd'hui, travailler avec des gens issus de la gauche, moi, vous savez, de la gauche, et c'est pas dépasser le clivage, c'est me dépasser moi-même et aller outre. Mais non pas mes convictions qui restent les mêmes, mais aller outre le sectarisme que je connaissais pour pouvoir, avec d'autres, faire avancer le pays. C'est ça le dépassement. Ce discours, il est impossible, François Patriat. Vous avez recréé un clivage qu'il faut que vous assumiez. Vous êtes des libéraux, mondialistes, et dans ce clivage, c'est pas insultant. Il y a Bruno Le Maire, il y a Darmanin, il y a vous, etc. Et vous avez recréé un clivage. Dites pas que vous avez dépassé le clivage, vous avez réorganisé. Et les Français l'ont fait à travers leur vote, la vie politique, avec d'autres clivages. Vous n'avez rien dépassé du tout. Vous avez recréé un clivage. On fait en même temps, gauche, droite, en même temps. Est-ce que Elisabeth Borne doit démissionner? En tout cas, il y a pas mal d'oppositions qui l'ont demandé aujourd'hui. On va écouter quelques réactions. Est-ce qu'elle doit rester ou pas? Réponse avec François Patriat dans un instant. D'abord, on écoute les réactions politiques. Il est à poil. Il a rien d'autre pour l'instant. Il n'a rien d'autre. Et puis aussi parce qu'il n'a pas la main. En fait, ce qui s'est passé dans cette élection, c'est que le Parlement a pris la main. C'est le Parlement. C'est pas seulement une bataille politique entre 3 forces politiques à l'Assemblée. C'est aussi un rapport de force entre l'Assemblée et l'exécutif. Et moi, je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale, tout groupe confondu, saisisse ce moment pour prendre son pouvoir. Voilà, Raquel Garrido, donc de la France Insoumise. Il faut que Jean-Luc Mélenchon dit la même chose. Il faut qu'elle démissionne, François Patriat. J'ai compris que c'est pas seulement chez Jean-Luc Mélenchon qu'on le demande. J'ai vu que tous les partis demandent de l'opposition. Aussi. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde demande aujourd'hui. Bon, alors moi, je pense qu'on est dans les vaines critiques, on est dans la guéguerre politique. Aujourd'hui, quand on arrive, même quand on est de l'opposition, le problème n'est pas de savoir si jamais le Premier ministre va démissionner ou pas. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'abord des voix qui lui seront apportées. Le président a refusé sa démission aujourd'hui. Et je pense qu'il a bien fait. On ne nomme pas une Premier ministre un mois avant, qui travaille sur tous les textes qu'on va présenter pendant l'été, en même temps, à la veille où elle va les présenter, lui dire barrez-vous, c'est pas la peine. Je trouvais d'abord en plus qu'il y avait un côté vulgaire dans ce qu'a produit le président à poil, etc. Mais vous savez, j'ai le sentiment, quand j'entends les réponses des opposants, que leur seule réaction, c'est pas la proposition, ou les propositions qui sont incongrues ou intenables, mais c'est plutôt, c'est de l'anti-Macron primaire. Toujours Macron, il doit Macron. C'est toujours, si on dit pas dans une phrase, quand de l'opposition, que Macron ne réussit pas, que Macron est méprisant, que Macron est arrogant, que Macron a tout échoué, on n'a pas fait de politique. Et moi, je trouve ça désastreux pour le climat politique aujourd'hui. Sébastien Ferjou, s'il vous plaît, pardon. En tout cas, c'est sûr que c'est pas chez vous qu'on va entendre que Macron est méprisant, arrogant, qu'il a tout raté, ça c'est sûr. Ben non, on va vous le rappeler, parce que c'est pas très brillant quand même. Au-delà de ça, Madame Borne, d'abord, elle est tombée au fond d'un trou depuis sa nomination. Je veux dire, elle imprime pas ce qu'elle raconte, tout le monde s'en contrefiche, il y a rien, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chair. Et puis je crois que elle aura du mal à pouvoir naviguer dans un temps agité. En mer calme, Madame Borne, peut-être que ça marche. En mer agitée, ça va pas être simple. C'est vraiment pas la femme de la situation, moi je crois. C'est une techno qui est là pour appliquer la feuille de route du président, mais il s'est passé des choses depuis l'élection présidentielle, des législatives. Donc c'est une techno qui est là pour appliquer. Le problème, c'est qu'il ne peut plus appliquer sa feuille de route des présidentielles. Les législatives ont-elles donné une majorité à l'opposition? Je peux dire non. Non, mais elles n'ont pas donné une majorité absolue. Même ensemble, même si vous étiez ensemble, vous ne feriez pas une majorité. Et comme vous ne serez jamais ensemble, il n'y aura jamais de majorité alternative. Jamais de majorité alternative. La question, elle n'est pas celle peut-être du casting à proprement parler. Emmanuel Macron est bien libre de choisir au terme de la Constitution la première ministre qu'il veut. En revanche, il y a un sujet institutionnel, à savoir que dans la Constitution, le Premier ministre est censé être le chef de la majorité parlementaire. Et on a totalement perdu ce fil-là avec le quinquennat, avec l'inversion du calendrier, et summum avec un Édouard Philippe qui, quand il est devenu Premier ministre, n'a pris aucune carte. Même Raymond Barre avait fini par prendre sa carte de l'UDF. C'est-à-dire que c'était un Premier ministre qui était hors sol.
il n'a pas voulu, il n'a créé son parti que plus tard. Oui, mais quand vous avez un Premier ministre qui finalement de lui-même se résout à n'être qu'un collaborateur alors qu'il est censé être le chef de la majorité et que la majorité parlementaire, ça n'est pas la même chose que la majorité présidentielle, parce que sinon, si c'était la même chose, là, il n'y a pas de majorité pour Emmanuel Macron, il ne devrait plus être président de la République. Donc je constate qu'il n'a pas démissionné, c'est donc que la majorité présidentielle, ça n'est pas la même chose que la majorité parlementaire. Le Premier ministre a vocation à être le chef de la majorité parlementaire. Et c'est là où la question qui se pose sur Madame Borne n'est pas celle de finalement ce qui s'est passé, c'est juste a-t-elle l'étoffe pour imposer quelque chose et savoir construire un minimum de majorité parlementaire. Jean-Luc Mélenchon appelle Elisabeth Borne à se soumettre à un vote de confiance des députés. Vous dites banco ? Non, je souris. Venant de la part du chef des Insoumis, qui appelle les gens tous les jours à se soumettre autour de lui. Lui, il est insoumis, mais les autres doivent se soumettre. Alors, moi, c'est vote de confiance des députés. Chaque jour, il demande à quelqu'un de se soumettre à lui. Non, mais c'est-à-dire que quand même venant de lui, disant vous devez vous soumettre, quand on est insoumis, il y a un oxymore. C'est pas faux. Non, mais est-ce qu'il faut qu'elle ait la confiance du Parlement, quoi ? Alors, vous savez que la Constitution prévoit qu'il peut y avoir vote de conscience ou pas vote de confiance. Oui, ben là, on doute bien que vous n'allez pas le faire. Mais Bérégovoy ne l'a pas demandé, Rocard ne l'a pas demandé, ils ont pu gouverner parfaitement. Mais là, vous n'allez pas le demander, on est bien d'accord. Je ne sais pas ce que serait ça le gouvernement, je vous demanderai. Mais ça va être un souci, pardon. Mais si vous ne faites pas... Si vous ne faites pas... Allez-y, vous écoutez après. Qui peut croire aujourd'hui que Chirac, même président, n'était pas le chef de la majorité parlementaire, que Mitterrand ne l'était pas, que De Gaulle ne l'était pas? Est-ce que c'était Debré, le chef de la majorité parlementaire? Mais non, c'était le général De Gaulle. Vous redécouvrez l'eau chaude aujourd'hui, la 5e République. Je constate nous ne sommes pas en période de cohabitation et nous ne sommes pas en période de majorité absolue. Donc dans l'entre-deux, pardon, il y a pas de, c'est une logique absolue. Soit la majorité présidentielle, c'est la même chose que la majorité parlementaire. Il n'y a pas de majorité parlementaire, donc pas de majorité présidentielle. Emmanuel Macron démissionne. Soit il a sa légitimité parce qu'il a été élu, ce que je crois. Il a une vraie légitimité. Il a été élu à la présidentielle. Il y a une majorité parlementaire qui doit être construite autrement, avec un chef qui est sur un positionnement politique différent. Si je peux me permettre deux choses. C'est vrai qu'on a un peu oublié parce que la façon dont Emmanuel Macron a conçu le rôle de Premier ministre jusqu'à présent, que ce soit Édouard Philippe qui usait d'air un peu nombreux à la fin ou Jean Castex, c'était plus un collaborateur que quelqu'un qui dirigeait réellement la majorité. Cela dit, comme il avait l'Assemblée à sa main puisqu'il était en majorité, la question ne se posait pas. Là, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que Elisabeth Borne, qui est beaucoup plus technopolitique, il faut bien dire, risque d'avoir quelques difficultés, en effet, peut-être, à tenir ses rangs. Deuxième chose, c'est vrai que ça serait extrêmement mal perçu si non seulement vous passiez outre le vote de confiance à l'Assemblée, et si par ailleurs vous usiez aussi de cette possibilité pour la présidence de la Commission des Finances en participant au vote pour élire le président de la Commission des Finances. Franchement, ces deux questions-là seraient quand même assez problématiques parce qu'on se dirait que vous réfugiez quand même derrière des possibilités. Je voudrais juste votre réaction, Sébastien Chenu, sur un autre sujet. Monsieur Martinez, le secrétaire général de la CGT, affirme qu'il est hors de question pour la CGT de participer à des réunions de niveau national où il y aurait des représentants du Rassemblement national. Enfin, c'est-à-dire que toutes les réformes importantes, s'il y a un représentant du RN, il n'y participe pas. Et M. Martinez va devoir s'habituer à ce qu'est la démocratie. Je sais que, en tant que vieux communiste, ça ne doit pas lui dire grand-chose, mais c'est la vie. Et d'ailleurs, je suis même sûr qu'il y a des gens à la CGT qui votent pour le Rassemblement national. Donc il devrait d'abord regarder autour de lui, parce que je suis persuadé que dans son environnement assez proche, il y a des gens qui nous apportent assez régulièrement leur suffrage. Pour le reste, tout ça est ridicule. M. Martinez, il est sur le départ de toute façon, et il a mis en route quelqu'un pour lui succéder. Tout ça, c'est de la polémique stérile, mais ça en dit long sur le rapport que ces gens ont à la démocratie. Ils ne veulent pas de liberté pour ceux qui ne pensent pas comme eux. Eh bien, je pense que les Français savent leur faire payer avec leurs 13 députés communistes. Les Français leur ont envoyé la réponse. La normalisation du RN n'est pas complètement achevée ? Oui, pour M. Martinez, c'est sûr. Mais pour moi, M. Martinez, il ne sera jamais non plus un leader syndical tout à fait normal avec ce genre de propos. Fabien Roussel arrive en ce moment à l'Élysée. Marine Le Pen a donc terminé son entretien avec le président Macron. Peut-être qu'elle s'exprimera à la sortie. François Patriat, c'était un geste d'ouverture de recevoir les chefs de parti comme ça de la part d'Emmanuel Macron ? Je crois que c'est un moment important. D'abord, c'est un geste très républicain. Si on veut bien comprendre ce que demandent les Français. Les Français disent, le président a-t-il entendu le message qui lui a été envoyé? D'ailleurs, on dit ça à chaque fois, et c'est difficile de discerner le message, parce qu'il est parfois contradictoire entre ceux qui votent pour la NUPS et ceux qui votent pour la Front National. Donc, le message, retrouver la synthèse du message, il faudrait sans doute un synthétiseur qui le fasse bien. Bon, c'est l'arroseur arrosé, c'est le et en même temps. Bon, très bien. Alors donc non, parce que le en même temps, c'est pas cela, on l'a défini tout à l'heure. Bien. Maintenant, il reçoit, parce qu'il veut dire, bon, avant de commencer la partie, je ne parle pas que c'est un jeu, je parle de la partie politique, bien entendu, je veux savoir quel est votre état d'esprit. Est-ce qu'il va leur proposer, je crois, les textes, enfin la nature des textes, l'esprit des textes qui vont être posés, sur ces textes-là, quelle sera votre position, quelle est votre appréhension? Il va leur dire, je trouve que c'est très républicain, et à partir de là, il
peaufinera son gouvernement. Et au Conseil des ministres, on préparera les textes à partir de ce qu'il a entendu. Probablement. Il s'agit quand même d'une lecture extrêmement monarchique de la Constitution, parce que comme on parle, me semble-t-il, encore une fois, d'une majorité parlementaire et pas de la majorité présidentielle, il aurait été plus logique quand même que la chef de la majorité parlementaire soit celle qui reçoive justement les partis, parce que c'est elle qui aura à travailler avec eux. Et M. Macron s'expose d'une certaine manière parce qu'il reconnaît que c'est lui qui ne l'a pas, cette majorité-là. Et il dévitalise sa première ministre. Alors qu'il a la légitimité de la présidentielle. C'est une vraie contradiction. 18h30 sur Europe 1 et sur CNews, on rappelle des titres de l'actualité. Isabelle Piboulot.